Depuis le 20 septembre 1993, les Nations Unies célèbrent la famille chaque 15 mai. La famille au centre des préoccupations, cela n'est pas vain. Elle est la cellule de base de la société. En Côte d'Ivoire, cohésion sociale oblige, elle est reconsidérée comme facteur au service du développement, d'où le thème « La famille au cœur de l'émergence » pour les 21e journées nationales. Parce que si on fait l'émergence sans les familles, c'est dire qu'on n'a pas encore commencé l'émergence. Parce que ce sont les hommes qui mettent en valeur tout le progrès social. Ce sont les hommes qui mettent en valeur la croissance économique et sociale. Des valeurs qui, selon la tutelle, guident l'action gouvernementale. L'État doit assurer la coordination intersectorielle de la mise en œuvre du suivi et de l'évaluation au niveau central et décentralisé de la politique nationale de la famille. À cet effet, des mesures, tant institutionnelles que sociales, ont été menées sur instruction du chef de l'État pour protéger et promouvoir la famille. Au nombre des actions, la revalorisation du SMIC, le déblocage des salaires et la couverture maladie universelle. Point d'orgue de cette célébration solennelle, le lancement du concours Famille Modèle, dont les résultats seront connus à la cérémonie officielle le 4 juin prochain. Apprendre à lire et à écrire, droit fondamental pour tout être humain. Et pourtant, en Afrique, environ 153 millions, soit 38% des adultes selon l'UNESCO, sont analphabètes. En Côte d'Ivoire, 62% de femmes et 39% d'hommes sont analphabètes, selon le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique. Pour la ministre Kandia Camara, le gouvernement ivoirien s'attelle à ramener le taux d'analphabétisme à 35% à l'horizon 2020, d'où l'intérêt de ce 6e atelier international de la recherche-action sur les mesures des apprentissages des bénéficiaires des programmes d'alphabétisation. Avant que les équipes techniques et scientifiques n'entrent en atelier, je voudrais rappeler l'intérêt particulier que nous accordons en Côte d'Ivoire à la problématique de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle. Il s'agit, par les mécanismes les plus pratiques, de donner leur chance à tous ceux qui n'ont pas été pris en compte dans le système formel. Cet atelier international des programmes d'alphabétisation a bénéficié du soutien des partenaires au développement, dont l'UNESCO. Nous avons décidé de tenir cette réunion, cet atelier sous-régional dans votre pays pour soutenir vos efforts en matière d'alphabétisation et contribuer à booster le sous-secteur éducation non formelle. La ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, Kandia Camara, n'a pas manqué de saluer la qualité des experts présents à ce 6e atelier international des programmes d'alphabétisation. La carte nationale d'identité ivoirienne est désormais sécurisée. Toutes les dispositions sont prises par les autorités ivoiriennes pour que ce document soit délivré exclusivement à ceux qui y ont droit. Nous avons eu connaissance de ce qu'un réseau de faussaires de nos cartes nationales d'identité opérait depuis un pays voisin. Donc les cartes étaient effectivement produites dans ce pays, puis acheminées via les frontières au niveau de nos villes et nos hameaux en Côte d'Ivoire. L'objectif était a priori de fournir de fausses cartes d'identité à des personnes qui, évidemment, n'ont pas le droit de posséder une carte d'identité en Côte d'Ivoire. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons mis en place des mécanismes qui permettent aux forces de sécurité d'authentifier très aisément la CNI. D'ailleurs, tous les jours, nous recevons des réquisitions de la justice, de la gendarmerie, de la police nationale. Une carte qui se fabrique dans les normes et seulement par l'Office national d'identification. Occasion pour faire une démonstration et montrer l'authenticité de la carte nationale d'identité ivoirienne. La carte d'identité ivoirienne est dotée d'un composant électronique non visible à l'œil nu et qui la rend quasi infalsifiable. Selon les responsables de l'ONI, tous ceux qui vont se rendre coupables de falsification de cette pièce seront arrêtés et subiront la rigueur de la loi. La Côte d'Ivoire renoue
avec l'espérance concernant la gestion intégrée et moderne de la collecte, du traitement et de la décharge des ordures. Après 10 années d'interruption, les travaux du centre d'enfouissement technique, CET, qui doit prendre le relais de la décharge d'Akwedo, ont repris. C'est l'un des sites déjà prévus et nous sommes donc venus voir l'avancée des travaux. L'objectif du gouvernement est de faire en sorte qu'il y ait de nouveaux sites qui soient aux normes, de telle sorte qu'on puisse non seulement fermer Akwedo, mais le réhabiliter et rendre donc ce site-là viable, rendre ce site-là sain. Et tout ça est possible techniquement et scientifiquement. Il n'y aura plus de dépôts sauvages, il n'y aura plus d'élimination non contrôlée des déchets, mais bien au contraire, il y aura des sites, comme cela se fait partout ailleurs, autour desquels les populations peuvent vivre en toute quiétude, sans être inquiétées pour leur santé. La réalisation de ce projet n'est plus qu'une question de mois. Le temps de la signature des conventions entre le promoteur et l'État, de la finalisation des discussions avec les populations riveraines. Et surtout le temps de la construction d'autres infrastructures, en plus du centre d'incinération déjà prêt. Hors saison des pluies, pour être opérationnel, on a environ 8 mois et demi de travaux. Le gouvernement préoccupé, l'opérateur prêt pour reprendre les travaux du centre et avec l'adhésion des populations, le temps de dire adieu à la décharge d'Akwedo n'est plus loin. Séguié, localité dans la sous-préfecture de Grand-Maurier, région de l'Agnébi-Tiassa. C'est cette localité qui a été choisie par le prédicateur supérieur du prédicatorat de Grand-Maurier pour la présentation officielle du programme 2015 de l'église Ariste. C'est par une grande procession à travers l'artère principale du village que la cérémonie a débuté pour s'achever sur le nouveau site qui devra désormais abriter les cultes aristes de la localité. Prières, louanges ont marqué ce culte qui a été l'occasion pour le prédicateur supérieur, Jean Bédé, d'exhorter les fidèles à mettre en pratique l'amour du Seigneur qui consiste à avoir une attention particulière à l'égard de son frère, de sa sœur. Puis il a prié pour des élections apaisées en Côte d'Ivoire. Le prédicateur supérieur a également invité les fidèles à plus de vigilance et à contribuer matériellement et spirituellement à l'épanouissement de l'Église de Jésus-Christ de leur localité. Le président burundais Pierre Nkurunziza a repris la main. Il est de retour dans la capitale depuis ce vendredi après-midi. Il s'est adressé aux Burundais en remerciant particulièrement les forces de l'ordre qui ont fait échouer le coup d'État. Dans son discours, le chef de l'État burundais a annoncé également la réouverture des frontières du pays. Il a aussi appelé une nouvelle fois à l'arrêt immédiat des manifestations. Durant 2 jours, des combats intenses ont opposé forces loyalistes et soldats putschistes à Bujumbura. Mais aujourd'hui, les soldats loyalistes ont repris le contrôle de la capitale, arrêtant 3 des officiers putschistes, dont l'ex-ministre de la Défense Cyril Ndari Rikié. L'auteur du putsch, le général Godofroid Niombaré, a été aussi arrêté. En attendant, la police a quadrillé les rues de la capitale pour disperser de nouvelles manifestations d'opposants qui avaient commencé à se rassembler. Depuis le 26 avril, des milliers de Burundais manifestent contre la candidature de Pierre Nkurunziza à un 3e mandat qu'il juge anticonstitutionnel. Le crocodile, un business très rentable. L'élevage de ces créatures inquiétantes rapporte des millions de dollars chaque année à l'économie du Zimbabwe, grâce aux exportations de viande, au tourisme, mais aussi aux produits manufacturés. Comptez au moins $200 pour une ceinture et certains sacs sont vendus près de $1 500. De l'argent bienvenu dans un pays en pleine crise.